Arnaud, pilote de Tigre de combat. Vous venez de recevoir cet appareil. Quand on est un pilote, quand on est passionné et qu'on se retrouve face à une machine de cette qualité, on est comme un gamin au départ, hein? Oui, c'est un peu ça. On a l'impression de revivre son premier vol en fait. Donc mon premier vol pour moi c'était il y a 17 ans en Gazelle, où j'ai appris à voler à Dax. Et il y a 5 ans j'ai été formé Tigre. Donc j'ai eu un peu l'impression de refaire un premier vol, oui, c'est ça. Vous me faites la visite du propriétaire. Quand vous arrivez, vous faites une visite de contrôle tout le temps avant de voler. Donc une visite avant vol. Donc c'est simplement une visite de vérification faite par le pilote après la visite des mécaniciens, qui se fait aussi elle aussi avant chaque vol, parce que le mécanicien peut oublier des choses. C'est arrivé un mécanicien qui a oublié une clé à molette sur un plancher mécanique derrière un capot. Donc bon, c'est jamais assez prudent. Voilà. Ça c'est la tourelle. Tourelle canon de 30 mm. Donc ça tire des obus donc de 30 mm qui ont une portée jusqu'à 2300 mètres à peu près. Le canon pour l'instant est l'arme principale, c'est celui qu'on utilisait le plus en Afghanistan. En Libye on l'utilisait un peu moins puisque les cibles étaient mieux protégées et surtout plus dispersées, ils utilisaient beaucoup la roquette. Et au Mali de nouveau le canon s'est de nouveau affirmé comme une des armes principales du Tigre. Ceci c'est le détecteur de départ missile, donc tout simplement nous indique quand un missile nous est tiré dessus. Il détecte l'alerte, il tire les leurs dans la seconde qui suivent. Un missile antiaérien de ce type-là était tiré entre 2 et 3 km, ce qui correspond sensiblement à 3 secondes de vol. Donc ça veut dire qu'entre le départ du missile et l'arrivée sur la cible, il faut à peu près 3 secondes au missile. Donc nous on n'a pas le temps de réagir, on laisse la machine faire. Ça vole à quelle vitesse un appareil comme celui-ci? Habituellement en croisière, donc c'est-à-dire en palier avec l'armement à poste, on est aux alentours de 270-280 km/h. D'accord, donc quand même un appareil très rapide. C'est ici qu'on mettra les missiles? Tout à fait. On peut donc mettre soit des roquettes, soit des missiles anti-chars, anti-bâtiments, soit des missiles anti-aériens, soit des réservoirs de convoyage. Vous avez déjà tiré? Oui, plusieurs fois, oui. Vous avez fait quel type d'opération jusqu'à présent? Alors j'ai été en Afghanistan, j'ai fait 3 mandats en Afghanistan, c'est des mandats de 3 mois, et j'ai fait une courte durée au Mali, au début de l'opération Serval. C'est en quelle matière ça? L'appareil n'est pas blindé. L'appareil n'est pas blindé? L'appareil n'est pas blindé, à l'exclusion des sièges pilotes et des plaques de blindage qu'on rajoute sur le côté des cockpits. Pourquoi c'est pas blindé? Ça paraît étonnant ça, non? Alors c'est pas blindé pour la simple bonne raison qu'on a fait le choix d'avoir un hélico qui est manœuvrant, petit et léger. Ça veut dire que seuls les pilotes sont protégés par le blindage. C'est ça. Le reste de l'appareil est le reste de l'appareil, oui, comme c'est déjà arrivé plusieurs fois, perdre un moteur en vol parce qu'on s'est fait tirer dessus, donc le moteur a coupé. On en a un deuxième, heureusement, il est là pour ça. D'autre part, blinder un appareil de cette taille, ça reviendrait à avoir une forte surcharge. Il y a 2 postes de pilotage visiblement qu'on découvre bien de l'extérieur. Oui. Qui fait quoi? Le poste avant qui est le poste du pilote, purement du pilote, le poste arrière qui est le poste du chef de bord, qu'on appelle aussi gunner. On a dedans une caméra thermique qui a un grossissement sensiblement de 40, une caméra numérique télé monochrome qui a sensiblement un grossissement de 80. On s'y installe, vous me montrez tout ça? C'est parti. Lorsqu'on s'installe, Arnaud, comme ça, est-ce qu'on ressent déjà un peu d'adrénaline? Toujours, oui. C'est vrai. On est bien pris dans notre mission, que ce soit une mission d'entraînement ou une mission de combat réel. On est bien pris dans notre mission, mais l'installation à bord, c'est quand même un élément important. C'est comme quand on s'installe dans une voiture, on fait nos petits réglages. On peut monter notre siège, par exemple. Là, vous êtes à l'aise. Voilà. Après, je vais régler, chercher toutes mes commandes. Donc, par exemple, ici, cette commande-là, qui est en 4e manche, sert à contrôler la caméra qui est au-dessus de ma tête. Ces lunettes-là ont à peu près la même fonction que les écrans. La seule différence, c'est que du coup, on va complètement s'isoler du monde extérieur et avoir comme ça vraiment être pris soit dans notre recherche, soit sur notre cible, etc., sans avoir d'interférence extérieure. Quand on voit des jeux vidéo, ça y ressemble? C'est un certain air de jeu vidéo, oui. C'est vrai. Faut le reconnaître. Faut le reconnaître. Vu de derrière, c'est un certain air de jeu vidéo, ce qui fait que dans une mission, on peut facilement se laisser emporter par entre guillemets la facilité de la chose. Un peu comme derrière un ordinateur où on a 9 vies finalement. Donc il faut un peu lutter contre ce sentiment, oui. C'est vous le shooter, là, c'est vous qui avez l'armement à portée de main. Comment on vit le fait de tirer? C'est une excellente question. C'est très variable en fonction des personnes. En ce qui me concerne, la première fois où j'ai ouvert le feu en réel sur des talibans, donc en Afghanistan, c'était en Afghanistan. La première fois où j'ai ouvert le feu, avant, en fait, on se pose des questions.
Est-ce que le gars que je vois dans ma caméra, il est réellement armé? Est-ce que c'est pas un paysan avec un râteau sur l'épaule, ou etc. En fonction des distances, on voit pas forcément bien. On se pose beaucoup de questions. On a un informateur au sol qu'on appelle un JTAC, qui est le Joint Tactical Advanced Controller, qui va nous guider. Lui est beaucoup plus près de la cible et souvent il se fait lui-même tirer dessus par cette cible. Donc là la question se pose pas. La question est plus délicate quand on a dans notre viseur plusieurs personnes qu'on sait être des bad guys comme on les appelle. Néanmoins ces gens-là ne portent pas d'armes parce qu'ils les ont posés derrière un arbre. Ils connaissent nos tactiques maintenant. Ils les ont posés derrière un arbre et ils ont continué leur route comme si de rien n'était. Et donc vous ne pouvez pas tirer en principe. Alors encore une fois, c'est très variable, c'est-à-dire que moi je ne peux pas tirer puisque je n'ai pas vu ces gens-là faire des actions hostiles. En revanche, les gens qui sont au sol, encore une fois, eux les ont vus tirer, les ont vus poser leurs armes, ne les ont pas perdus de vue, et à ce moment-là, on sait que c'est ces personnes-là qui ont ouvert le feu. Encore une fois, là on peut ouvrir le feu. Je dis bien on peut, parce que encore une fois, les Afghans ont modifié les talibans ont modifié leur tactique, et ils faisaient souvent porter leurs armes par des enfants. Voilà, comme ça arrive les enfants soldats, comme on en voit beaucoup, on en parle beaucoup en Afrique. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là quand on est le shooter dans un tigre de combat? Eh bien, on ne tire pas. On ne tire pas parce que ce sont des enfants. Et que on peut pas se permettre de tirer sur les enfants, c'est pas possible. Quand vous arrêterez ce métier de shooter, de pilote de tigre de combat, est-ce que ça vous manquera, ce métier? Ça va me manquer, franchement, c'est sûr que... Merci Arnaud. Je vous en prie. Voilà, merci pour votre sincérité, merci pour cette visite exceptionnelle que nous autorisait aujourd'hui l'armée. Voilà, un grand merci à eux.